Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 65 ans d'aide au développement, 65 ans d'espoir déçu, mais aussi 65 ans d'expérience pour tirer les bonnes leçons. Mais quelles bonnes leçons? Commençons cette émission par une belle accession de l'économiste sénégalais Faye-Winsa, je le cite. L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur le sentier qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi. Fin de citation. Mais quel chemin? Posons des questions simples et concrètes. Que mangeons-nous en Afrique? Mangeons-nous ce que nous produisons? Produisons-nous ce que nous mangeons? Quels sont les paradigmes nouveaux qui s'imposent à nous? Quel développement pour l'Afrique? C'est l'ambitieux thème, l'ambitieuse question du rendez-vous politique de ce jour. J'ai le plaisir de recevoir deux intellectuels africains, professeur David Asiba Johnson. Vous êtes professeur des universités. Vous avez dirigé une grande école de commerce, l'école de commerce de Clermont-Ferrand en France, pour ne pas la nommer. Vous êtes mathématicien, vous avez formé des générations entières d'ingénieurs. Vous êtes également un grand observateur et un grand analyste politique. Pour vous, ça fait 60 ans, du moins plus de 60 ans, que nous sommes sur une mauvaise pente qu'il faut absolument corriger, même si ça est là. Des progrès sont faits. On en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Baran Ndiaye est notre intellectuel africain et pas des moindres. Vous êtes analyste géopolitique, consultant, expert en innovation, technologie. Qui peut parler de développement sans technologie? On parlera de technologie dans cette émission. Vous êtes par ailleurs le président du collectif Diaspora Debout. Merci, Baran Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Professeur David Asiba Johnson, commençons cette émission par une question simple et conceptuelle, paradigmatique. Comment on doit comprendre désormais pour nous, Africains, le concept du développement? Je crois que, vous savez, il n'y a pas de définition formelle sur laquelle tout le monde tomberait d'accord, mais le développement, c'est d'abord une transformation radicale du niveau de vie. Et on le mesure avec des indicateurs qui permettent naturellement de mettre en saillie qu'il y a une évolution fondamentale par rapport à une situation dans laquelle on se trouvait précédemment et la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, ces agrégats économiques sont, par exemple, plus exactement, le PIB par habitant. Le PIB par habitant met en évidence, effectivement, la richesse créée au cours d'une année. Or, ce PIB par habitant, il faut en parler, car dans les années 1950, le PIB par habitant de l'Afrique noire était l'analogue de celui de la Corée du Sud. Toute l'Afrique réunie? Oui, par habitant, oui, effectivement. 53 $ de PIB par habitant, la Corée du Sud. C'était à peu près cela. Même l'Afrique était un peu plus en avance à 60 $ par rapport à la Corée du Sud. Qu'est-ce que la Corée du Sud a donné? Aujourd'hui, la Corée du Sud se trouve être une contributrice à l'OCDE et à un PIB de plus de 30 000 $ à 40 000 $ par habitant. Vous voyez le saut qualitatif nécessaire. Alors, je ne rejoins pas... Faites ça. Oui. Ce dont il s'agit pas essentiellement de parler en termes de rattrapage, mais il s'agit de trouver, d'élaborer la stratégie qui nous permettrait en fait de résorber le retard que nous avons par rapport aux autres. Et ça c'est important, parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'Afrique offre une triste réalité qui est celle des enfants qui meurent dans la Méditerranée, celle d'avoir un déficit extérieur très prépondérant, avec un impact au niveau du chômage. Nous aurons l'occasion de revenir en détail là-dessus. Totalement. Il me permet essentiellement de laisser mon collègue peut-être dire quelques mots avant le décor est planté. Le professeur, mais là c'est le mathématicien qui parle, le formateur d'ingénieur qui parle, il parle d'agrégat économique, il parle déjà du PIB. Mais attention, ne comprenons pas mal. Faye-Winsa, un brillant intellectuel économiste sénégalais, pour qu'on comprenne mieux. Il nous dit, par rapport à la question
développement et sous-développement, qu'est-ce qu'on met au centre de la réflexion? C'est quoi nos références? Si, c'est ce qu'il dit, je le paraphrase, si nous mettons au cœur de nos réflexions l'humain, le rapport à la vie, la solidarité, le rapport à l'altérité, le rapport à la nature, si nous mettons tout ça au cœur de notre réflexion, l'Afrique n'a de retard, aucun retard à rattraper, elle n'a rien à envier aux autres. Donc ça dépend des éléments référentiels. Effectivement, Richard, vous avez parfaitement, vous mettez le doigt là où il faut creuser, il faut investiguer. Felwine Sarr, je suis en phase avec ce qu'il avance. Non pas parce que je suis sénégalais, mais les idées sont tangibles, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un socle commun de stratégie africaine. Nous sommes plus de 50 pays. Ça va être difficile à homogénéiser, professeur, si vous me permettez. À mon sens, en fait, il faut mettre des secteurs. Il faut diviser l'Afrique en plusieurs secteurs. Il y a des zones géographiques qui sont dotées d'une forte nature, accessibilité, où on peut développer du tourisme. Il y a des zones géographiques où on peut développer de l'énergie. Il y a des zones géographiques où on peut développer de l'agriculture. Donc si on sectorise tout ça, chaque zone géographique, avec les atouts dont elle est dotée, à mon sens, peut mettre ses axes et ses priorités de développement là-dessus. Par exemple, avant en Afrique, quand on parlait d'autosuffisance alimentaire, de développement, on parlait agriculture en premier et pêche. Aujourd'hui, vous savez, il y a la fintech avec la nouvelle génération. Oui. Il y a les nouvelles technologies qui sont mon domaine ou qui génèrent énormément d'argent, notamment pour les transferts d'argent ou la diaspora, dont je suis président du collectif, on voit aujourd'hui l'équivalent quand même de 12% du PIB du Sénégal, admettons, si on prend le budget national du Sénégal. 2000 milliards par an, c'est conséquent. Donc l'Afrique est plurielle, les opportunités sont plurielles, nous n'avons pas de modèle à calquer ni à imprimer pour nous développer. Pensez-vous? Non, parce que si c'est les modèles que nous imposent les institutions financières, c'est ça, absolument. le FMI et la Banque mondiale, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Oui, absolument. Pour moi, en fait, ce sont des modèles contraignants, adaptés à des sociétés qui sont déjà développées, parce que nous, toutes les contraintes qu'on nous met sur la table, avant de nous prêter, si vous me permettez, je vais finir par là, professeur, ne nous permettent pas de nous développer. La preuve, avec ma jeune expérience en tant qu'intellectuel africain, je n'ai pas encore vu un pays africain qui s'est développé en appliquant les modèles du FMI et de la Banque mondiale, et encore pire, sous le front CFA. Oui, vous avez entièrement raison, mais il faut d'abord rappeler une chose fondamentale. Je dédie cette séance de travail que nous avons aujourd'hui avec le professeur Cheikh Anta Diop, qui est décédé, ça fait 40 ans. Nous avons fêté ses 40 ans le 7 février dernier à la Sorbonne pour commémorer la contribution qui est la sienne. Lorsque vous avez parlé des bassins de potentiel de croissance, c'est le travail de Diop qui a été déjà entamé il y a plus de 50 ans, 70 ans. Lorsque vous parlez naturellement du problème de l'énergie, c'est le travail de Diop qui dit naturellement que vous avez de l'énergie, et si vous faites le barrage au niveau du Zaïre, vous aurez en fait de l'électricité pour tout le continent africain. Donc vous voyez que ce travail préalable, en termes de réflexion, avait été déjà envisagé. Après, qu'est-ce qui s'est produit? Il me semble que quand on regarde les dirigeants, il n'est venu guère à leur esprit de dire, à défaut de vision, partons de l'acquis où quelques-uns ont réfléchi sur des trajectoires possibles. À partir de ces trajectoires, nous allons regarder ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Mais le problème fondamental, c'est celui de l'import-substitution, n'est-ce pas? Puisque la question qui est posée, est-ce que nous consommons ce que nous produisons? Il est important de pouvoir rappeler qu'il y a 3 stratégies ou 4 stratégies fondamentales qui passent par l'industrialisation. Il y a l'industrialisation des biens que nous consommons ou l'agriculture. Il y a l'industrialisation des biens qu'on peut acheter, des capitaux, meubles. Il y a une stratégie qui peut être fondée en faisant appel aux fonds directs étrangers, mais il y a également ce qu'on peut appeler l'exportation. Et c'est ce que, en fait, naturellement, la Corée du Sud a utilisé. Le cas de l'Afrique, si vous regardez, il est assez important. Là, il faut faire de l'économie mathématique en prenant les grands agrégats. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison de dire, là,
on n'a jamais vu de par le monde le FMI accompagner des nations pour aboutir à une certaine forme de développement. Mais mieux, vous avez raison de parler de la monnaie. La monnaie, sans monnaie, je ne peux pas effectivement bâtir une politique économique qui tiendrait compte des taux d'intérêt et de la structure financière. Donc, nous avons dit et répété que le franc CFA était un handicap qu'il fallait naturellement surmonter. Nous reviendrons là-dessus. Absolument. Mais il était important de planter le décor en mettant en saillie ce que je considère comme étant des obstacles majeurs qui concernent finalement le continent africain dans sa globalité, de manière holistique, même s'il y a des bassins en titre de filière, on trouvera différents travaux que nous allons exploiter tout à l'heure. Vous avez totalement raison, professeur. Et d'ailleurs, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a déclaré il n'y a pas très longtemps, je le cite, « Si j'ai un conseil à donner aux pays africains, c'est de se méfier du FMI et de la Banque mondiale. Ça veut tout dire. » Mais faisons l'historique des problèmes que nous avons aujourd'hui. 20 ans après nos indépendances, où on croyait être indépendant, nous sommes tombés dans le piège des programmes d'ajustement structurel. On sait comment ces programmes ont été mis en place par le FMI et la Banque mondiale. Vous avez dit, effectivement, ça dépend de ce qu'on met au cœur du débat. Si c'est l'humain, si c'est le développement humain, la solidarité organique de Aristote, on peut théoriser là-dessus. D'accord, l'Afrique n'a aucune leçon à recevoir des autres. Il se trouve que 20 ans après nos indépendances, nous avons mal géré nos économies et nous sommes allés au FMI, à la Banque mondiale et demander de l'argent, de l'aide. Seulement, là-bas, les experts de FMI n'ont pas lu Fermin Sarr. Eux, le professeur l'a dit, ils posent la question, tu produis combien? Tu produis quoi comme richesse? Est-ce que chez toi, chaque habitant dépense plus de 2,5 $ par jour? Si ce n'est pas le cas, tu es pauvre, on va te proposer un programme. Et c'est le piège qui est né. Mais la question, c'est est-ce que ce n'est pas là que trouvent les limites de la réflexion de Fermin Sarr? Quelque part oui, et je vais argumenter cela parce qu'en fait, si on te demande qu'est-ce que tu produis pour pouvoir t'aider, alors que tu ne peux pas toi-même, tu n'as pas les unités, les éléments de mesure pour quantifier ce que tu produis, ça se complique. Parce qu'en Afrique, vu qu'on n'était pas industrialisé à l'époque, ça ne pouvait pas se mesurer la production globale, dans tous les secteurs, je veux dire, agricole, technologique, industriel, etc. Aujourd'hui, on peut quantifier les unités de mesure. Il y a en plus de la compétence qui permet d'accompagner les gouvernements. Cette compétence, bien sûr, c'est la diaspora. La diaspora et d'autres compétences qui sont en local, en complément. Tout ceci fait que l'Afrique peut consommer ce qu'elle produit, produire même davantage, mais aura des limites parce que non industrialisée aujourd'hui. C'est ça. Pour industrialiser l'Afrique, moi, à mon niveau, je pense qu'on devrait penser à des types d'industrialisation sectorielle et modérée. Je m'explique, parce que quand tu veux créer une chaîne de valeur conséquente, comme ça s'est passé en Angleterre ou en France lors de l'arrêt des révolutions industrielles, ça va être difficile, parce qu'on sera toujours conditionné par des emprunts excessifs qu'on ne nous attribuera pas dans les délais que nous le souhaitons. Mais les banques, on va dire fédérales, locales, intra-africaines, des banques comme la BAD, des banques qu'on peut aussi créer, parce que si je suis bien informé, il y a 2 jours, je pense que au niveau du Ghana, ils se sont dit qu'ils ont une sorte de banque fédérale, ils ont une énorme réserve et ça leur permettra d'être moins dépendants des institutions financières. Oui, bien sûr, 9 milliards. 9 milliards, c'est pas négligeable. Pourquoi on ne pousserait pas en fait nos institutions locales à adopter ce genre de principe? Adoptons ce qui... En fait, on n'invente plus rien dans ce monde actuel. On copie ce qui marche ailleurs, on le colle, on le tropicalise, on l'adapte. Et ça finira par marcher forcément parce que nous avons les ressources qui nous permettent de le faire. Oui, mais ce que vous êtes en train de soulever relève tout simplement de la politique industrielle, cher ami. Cette politique industrielle, elle met en évidence, des travaux ont été menés à ce niveau-là par Michael Porter pour la chaîne de valeur. Il faut commencer par la filière.
le secteur, la filière et regarder en fait les valeurs ajoutées. On sait décomposer cela et ce sont des problèmes élémentaires, nous l'avons enseigné. Décompose-les. Oui, mais attendez. Oui, Professeur, précisez-nous, il faut circonscrire le cadre de ce point précis. C'est Oui. très très important. Oui. Parce qu'une fois que au FMI, à la Banque mondiale, on est tombé d'accord sur le principe de prêt, eux là-bas, ils demandent comment tu nous rembourses. Non mais attendez, Et donc, et c'est mais ce que vous êtes en train de dire, je suis de ceux qui demandent de ne pas aller prêter, emprunter Ah, mais c'est de trop l'argent. tard, professeur. Oui, mais d'accord, mais c'est pas grave, on sait rembourser les prêts. Les prêts, ils peuvent... Mais au départ, faudrait-il d'abord envisager une stratégie qui permette de créer de la valeur. On est d'accord. Non, écoutez, le Sylvanus Olympio a été capable de rembourser la totalité de la dette coloniale qui lui avait été imposée avant d'aller à l'indépendance. C'était 800 millions de francs de l'époque. C'est vrai. Il a payé, il a dit, tant que je ne règle pas cette dette-là, naturellement, je ne vais pas à l'indépendance. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'appelle l'imbattu et l'imbattable par rapport à l'ouvrage que je suis en train de rédiger. Donc il y a un précédent. Donc disons que tout simplement qu'aujourd'hui, il s'agit en fait de travailler sur l'identité, n'est-ce pas, exportation moins importation. Exportation moins importation, mais il faut travailler sur les importations. Cette identité dont j'ai parlé, il faut la transformer en fonction, qui est une fonction de production, qui dépend du capital, de la main-d'œuvre et du secteur d'activité dans lequel on va pouvoir se déployer. Comme il a dit, il avait raison, mais cela, ça suppose au départ de faire une veille pour dire quelles sont les dotations facteurs, n'est-ce pas? L'exemple qu'on peut prendre dans le bassin du Sénégal, on avait la possibilité de produire du riz directement. Mais les habitudes alimentaires des Sénégalais faisaient qu'ils préféraient le riz qui venait de l'étranger. Bien que c'était du riz brisé, alors que le riz du Sénégal était un riz. Non, laissez-moi chuter. Ah oui, C'est assez important. Donc vous voyez que si vous laissez en fait les agents économiques agir librement, n'est-ce pas, vous n'allez pas pouvoir atteindre des objectifs. L'une des raisons même que je vais donner, un exemple que je peux donner, c'est le cas de la Corée du Sud. Lorsque la Corée du Sud, au niveau de l'industrie automobile, décida de produire des voitures automobiles, les Coréens ne désiraient pas acheter effectivement ces voitures automobiles et ils achetaient en fait des Mercedes-Benz. Le général Park a dit, s'il en est ainsi, je vais procéder à un contrôle fiscal de tout pour savoir comment vous avez gagné de l'argent et bon, on va voir si vous allez continuer à acheter ces voitures. Donc vous voyez qu'il y a un élément effectivement de force, de contrainte pour pouvoir aligner les gens à consommer local. C'est très intéressant. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.